Ce magazine vous est proposé par le groupe NCA Assurance et Banque. Les archives d'Afrique à la FOCA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Tous les événements que nous venons de vivre, qui nous servent de leçon pour rester unis, malgré les différents partis auxquels nous appartenons, malgré les différentes régions où nous sommes nés, malgré les ethnies auxquelles nous appartenons, nous sommes tous rwandais et au même niveau, et de la même façon, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Arrivé à la tête de l'État rwandais à la suite d'un putsch militaire, et après 21 ans aux affaires, son avion a été abattu à l'atterrissage et est tombé dans le jardin même de sa résidence. Aussitôt après cet attentat, des violences ethniques ont démarré dans le pays, faisant plusieurs centaines de milliers de victimes. C'est le génocide rwandais de 1994. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée au président Juvénal Habyarimana. Dès le lendemain de la chute de l'avion, les violences ont commencé quasiment sur l'ensemble du territoire. Seules quelques communes ont été épargnées, comme celle de Ladislas Ngendaimana, analyste politique et porte-parole du ministère de l'administration locale, le Minaloc. Ma commune, c'était la commune d'Oditi. C'est la seule commune qui a été épargnée au Rwanda qui n'a pas vécu le génocide contre les Tutsis. Comment ça s'explique? Il y a deux raisons. De un, nous avions un bourgmestre qui n'était pas membre actif du parti MRND, donc il n'a pas appuyé l'idéologie du génocide. Ça c'est un. De deux, il y a eu l'intervention directe du Front patriotique rwandais, le FPR, qui est arrivé dans la commune d'Oditi autour du 20 avril. C'est comme ça que la commune d'Oditi a été épargnée. C'est grâce à l'intervention rapide du Front patriotique rwandais. Après plusieurs mois donc de tueries, de massacres et plusieurs centaines de milliers de morts, avec un important déplacement de plus de 4 millions de personnes dans des camps de fortune le long de la frontière du côté zaïrois, le FPR, le Front patriotique rwandais, s'est rendu maître du pays. La communauté internationale, qui a été particulièrement inefficace devant ces violences, qui n'a pas su répondre à ces génocides, a créé un tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR, qui traque, juge et condamne les génocidaires. Le verdict du tribunal pénal international pour le Rwanda concernant les médias de la haine est tombé aujourd'hui. Ces radios et ces journaux avaient appelé au génocide. La population avait été conditionnée par la fameuse radio des 1000 collines. 3 de ces responsables ont été condamnés aujourd'hui à la prison à vie ou à 35 ans d'incarcération. Reportage de nos envoyés spéciaux, Gwenaëlle Lenoir et Jean-Marc Gardeux. Derrière les machettes, outils de mort rustiques, un plan pensé, conçu, préparé pour un massacre programmé, un génocide. Il a duré 3 mois. Personne à ce jour ne sait combien de Tutsis et de Hutus modérés ont été tués. 500 000 1 million. On sait en revanche que les bourreaux ont été préparés, leur esprit façonné par une propagande raciste, martelée jour après jour pendant des années. La haine dans les journaux, les appels au meurtre sur les ondes de radio-télévision libre des 1000 collines, proche du gouvernement d'alors. Charles Rubagumiya a survécu, il était bibliothécaire au Centre culturel français de Kigali. Il se souvient. Les Tutsis n'étaient plus des hommes, ils étaient des Kankrela, les Nyenzi, comme on les appelle. Déjà cette idée d'appeler un homme un animal, une bestiole, c'est déjà le minimiser. Donc le tuer, c'était pas tuer un homme, c'était éliminer un animal nuisible. Et voilà ce que l'on entendait avant le génocide à propos des Tutsis et des Hutus modérés. Détruisez-les, peu importe la manière, ne les laissez pas s'échapper. Et 3 mois avant le début des massacres, un journal extrémiste Hutu s'interrogeait: qui survivra à la guerre? Pourtant, beaucoup, malgré l'inquiétude, ne pouvaient pas imaginer. On le sentait, on le voyait, mais on n'y croyait pas. Parce qu'on ne comprenait pas comment une partie de la population pouvait se soulever contre une autre. Surtout qu'il y a des amis qui vivaient ensemble, qui, le lendemain, se sont entre deux bas. Une partie a tué une autre. Pendant les massacres, Radio-Télévision Libre des 1000 collines continue à émettre. Encourage les tueurs.
C'est un média qui a appelé les Hutus à prendre les armes, en l'occurrence les machettes, pour déliter du Tutsi, excusez cette expression, mais c'est véritablement ce qui s'est passé, puisque les populations, comme les miliciens, avaient d'un côté la machette et de l'autre la radio dans la main. Le procès des médias de la haine s'est finalement tenu, près de 10 ans après le génocide. Mais aussi symbolique soit-il, il est pour beaucoup insuffisant. Seuls 3 responsables ont été jugés et condamnés. Mais si le monde entier a pris conscience de la tragédie qui s'est déroulée pendant plusieurs mois à huis clos au Rwanda, ils sont quelques-uns dans le même temps qui refusent de n'y voir que la responsabilité de l'ancien régime. L'enquête du juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière met très directement en accusation le président Paul Kagame qui, selon lui, aurait organisé l'attentat sur l'avion du chef de l'État Juvenal Habyarimana. C'est cet assassinat qui aurait déclenché le génocide. Saisi par la plainte des familles des pilotes français de l'appareil, le magistrat met en cause 9 proches du président Kagame, directement impliqués selon lui dans le tir de missiles fatal et contre lesquels des mandats d'arrêt internationaux sont demandés. Mais le juge s'en prend aussi directement à l'ancien chef de la rébellion et suggère à l'ONU de le faire traduire devant le tribunal pénal international chargé de juger les responsables du génocide. Car l'accusation va loin. Jean-Louis Bruguière est persuadé que le FPR a sciemment provoqué l'étincelle qui allait déclencher le massacre des Tutsis, et ce, afin de mieux conquérir le pouvoir. À Kigali, le principal concerné ne cache pas son indignation, d'autant que Paul Kagame dénonce depuis longtemps la responsabilité de la France comme principal allié des génocidaires Hutus. Cette version, qui va naturellement brouiller les relations entre Paris et Kigali, va également alimenter, nourrir au fil des ans le débat sur la responsabilité de Juvenal Habyarimana dans cette tragédie. Sa famille refuse la version qui veut qu'il ait organisé ce génocide, qu'il l'ait programmé. Et les avocats de la famille, de l'ancien chef de l'État, peu audibles, vont eux aussi clairement pointer du doigt l'ancien chef de la rébellion. Selon eux, c'est lui qui aurait fait abattre l'avion pour profiter du chaos et prendre le pouvoir. Chez nous à Bruxelles, l'avocate de la famille Habyarimana a lancé de nouvelles accusations contre des membres du Front patriotique rwandais. Il affirme pouvoir prouver que ce sont de hauts responsables du FPR qui ont commandité l'attentat contre l'avion de l'ancien président rwandais, Nickel Brich. Il y a peu, Luc de Temmerman, avocat de la famille Habyarimana, déclarait avoir la preuve que les commanditaires de l'attentat étaient aujourd'hui au pouvoir à Kigali, donc membre du Front patriotique rwandais. Aujourd'hui, il cite nommément les numéros 1 et 2 du FPR, Alexis Kanarengue et Paul Kagame. Nous avons donc un document dans lequel on annonce avec précision la destruction de l'avion présidentiel. J'ai un témoignage, ou plusieurs témoignages, mais de quelqu'un qui est vraiment hors soupçon, où effectivement Paul Kagame a précisé, et sans la moindre hésitation, que la seule solution pour prendre le pouvoir était de tuer le président Habyarimana. Au fil des années, ils sont un certain nombre, les proches du président Paul Kagame, des anciens cadres de son administration, qui, fâchés avec lui, vont rendre publique cette version jusque-là très disputée. Faustin Kayumba Nyamwasa, un des fondateurs du Front patriotique rwandais. Il a été le chef d'état-major de l'armée rwandaise de 1994 à 2002. Proche de Kagame. Il est aujourd'hui en exil et considéré comme un de ses opposants. J'étais en position de savoir qui est responsable de l'attaque. Je ne me cache pas. Le rapport sur l'attentat a été publié quand j'étais en Inde. Je n'ai pas fui et suis resté à mon poste. Et les Français, s'ils le souhaitaient, auraient pu venir me parler. Et même maintenant, je suis toujours prêt à leur parler. Alors ce que je sais sera une affaire entre justice et moi. Je suis prêt à leur apporter toutes les preuves dont je dispose. À l'époque, j'étais responsable des renseignements militaires. C'est impossible que je ne sois pas au courant de qui a mené l'attaque et de ce qui s'est passé. Donc vous êtes prêt à témoigner en France, par exemple? Sans aucun doute, évidemment oui. Je serai amené à le faire un jour. Même si vous êtes accusé d'y avoir participé, vous irez répondre à ces accusations? Être accusé, ce n'est pas la même chose que d'être coupable. Je suis accusé, mais pas coupable, j'ai la conscience tranquille. Vous et le président Kagame, vous avez lutté côte à côte, vous avez été proches. Quand est-ce que vos relations ont commencé à devenir difficiles?
Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris peut-être 5 ou 6 ans, parce que j'ai peu à peu réalisé qu'au lieu de construire une démocratie, de travailler à la réconciliation, nous n'étions en train de travailler que pour le bénéfice d'un seul. Et je lui en ai un peu parlé, je lui ai fait part de mon mécontentement, et je n'étais pas le seul. Certains de mes collègues ont fait pareil. On a fini par être considérés comme des rebelles, des ennemis du pays. On a été traité de tous les noms. C'est la raison pour laquelle je vis en exil aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment, au sein du Front patriotique rwandais, la prise de décision était collégiale ou est-ce qu'elle a toujours été le fait d'un seul? À l'origine, pendant la lutte, nous parlions ouvertement. On pouvait être d'accord, pas d'accord. Pas seulement d'ailleurs le président Kagame et moi. Nous avions un comité exécutif au FPR. Mais dans les années 98, 99 ou même 2000, tout a changé. Il n'était plus permis de discuter les décisions. Ne pas être d'accord revenait à faire dissension. Depuis 2000, j'ai fait savoir que j'étais mécontent de la situation et particulièrement concernant la mise à l'écart du président Pasteur Bizimungu et puis finalement son emprisonnement. Pasteur Bizimungu était en désaccord avec Kagame, il a été forcé de démissionner. Il a essayé de créer un parti politique d'opposition, ce n'est pas un crime ça. Je pensais que Pasteur Bizimungu devrait avoir le droit de créer son parti, de devenir le ténor de l'opposition, et que s'il gagnait l'élection, eh bien, qu'il en soit ainsi. Mais vu le contexte de l'époque, il n'avait aucune chance de gagner l'élection. Donc, il n'y avait aucune raison pour eux de le jeter en prison. Mais ils ont monté un dossier contre lui avec des accusations fantasques, avoir créé une milice, avoir l'idéologie génocidaire, des choses comme ça. Mais moi, je savais que tout ça avait été monté de toutes pièces et je m'y suis opposé. Gérald Gahima, ancien procureur général du Rwanda, il était pressenti pour être le ministre de la Justice. Il était un proche du président Paul Kagame. There are many people who have beaucoup de gens étaient au courant de la façon dont cette opération avait été organisée et effectuée. Après le génocide, il était assez répandu au Rwanda et surtout au FPR que Kagame était le responsable du meurtre du président. Et il n'a pas nié. Il n'a pas nié, il l'a dit dans une interview à la BBC. Si je l'ai fait, prouvez-le. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a des témoins sur la façon dont ça avait été organisé et effectué qui sont encore vivants. Il n'y a pas de doute sur le fait que c'est le FPR qui est responsable de l'attaque. Et cette attaque était directement commandée par Kagame en personne, et il porte la responsabilité des conséquences. Bien sûr que j'ai peur pour ma vie. Après le meurtre de Karegeya, le président Kagame a dit que toutes les personnes considérées comme traîtres, que c'était juste une question de temps avant qu'ils ne soient tués. Ce gouvernement veut tuer tous les traîtres ou toutes les personnes convaincues de trahison ou crimes similaires. Ces menaces ne sont pas cachées, mais claires et explicites. Jean-Marie Michombero, ancien membre du FPR, il était au camp du CND à proximité de l'aéroport, dans le camp du FPR. Oui, les missiles viennent du quartier général de Mulindi, qui est là où l'unité missile était basée. Ils viennent et sont gardés au CND. Mais avant l'arrivée des missiles, il y a eu d'abord l'arrivée des personnes qui devraient opérer les missiles. L'arrivée des personnes qui devraient opérer les missiles a été précédée par les reconnaissances. C'est la précision que je peux vous donner. Ladislas Ngendahimana, analyste politique et porte-parole du ministère de l'administration locale. Quelle réaction à ces propos des personnes qui étaient proches du chef de l'État, Paul Kagame? Vous dites bien qui étaient des proches du président Kagame, mais ils ne sont pas proches du président Kagame. Imaginez-vous si j'ai été ton ami et que demain je divorce avec vous. Est-ce que tu penses que je puisse raconter quelque chose de bon pour toi? Mais quel intérêt aurait-il aujourd'hui à donner autant de détails qui soient totalement faux? Les intérêts sont là. Si quelqu'un s'est proclamé officiellement ennemi du régime de le cadre du président Kagame, si quelqu'un a dit « moi je suis prêt à combattre le régime du président Kagame », je ne pense pas que cette personne-là puisse dire quelque chose de bon à propos de Kagame. Il fera tout pour le diaboliser, c'est le mieux que je puisse dire. Si vous cherchez les témoignages du côté du colonel Marchal, si vous cherchez les témoignages du côté
Gahima Gérard, si vous cherchez les témoignages du côté Enoch Ruhigira qui a été le directeur de cabinet, je ne pense pas qu'il puisse dire du bon de l'adversaire actuel, parce que je considère que Kagame serait un ennemi géré. Et alors, si vous voulez un témoignage en provenance d'un ennemi géré, qu'est-ce qu'il va vous dire? Mais dans le même temps, si on demande le témoignage de quelqu'un qui est proche de Kagame, on ne peut pas dire le contraire. Ça dépend de quel témoignage vous voulez. Mais si déjà on le connaît, le maréchal est connu pour son approche négationniste. Ça, c'est connu. L'ancien procureur général Gahima, on connaît bien, il est membre du RANC, c'est le congrès, le soi-disant congrès national rwandais. Mais il a été très proche du régime aussi à une certaine période. Il a été très proche du régime, mais il est dans le groupe qui a déjà été condamné par la justice rwandaise. Il est dans le groupe de l'ancien chef d'état-major Kayumba Nyamwasa, il est dans le groupe de l'ancien directeur de cabinet Eugène Rudasingwa. Vous lisez tout ce qu'ils écrivent, vous entendez tout ce qu'ils racontent là, vous voyez tout ce qu'ils disent. Que voulez-vous qu'ils disent? Je ne pense pas qu'ils puissent embellir le président Kagame. Alors vous disiez... Kagame, il a exposé leurs fautes, il a pris des actions contre eux. Et que voulez-vous qu'ils disent? Maître Léon Lefforster, avocat des Rwandais accusés par le juge Bruguière d'avoir abattu l'avion du président Habyarimana. Moi, je n'ai pas du tout l'intention d'entrer dans les débats internes au Rwanda. Le Rwanda est un pays qui a suffisamment souffert pour que de l'extérieur, on n'ait pas à influer sur son avenir. La seule chose que je peux dire, c'est que les personnes qui aujourd'hui annoncent des accusations ou énoncent des accusations, d'une part, auraient pu le faire depuis bien longtemps, et on peut se poser la question de savoir pourquoi elles se sont tues, mais surtout, pourquoi elles ne répondent pas aux éléments de l'expertise. Parce que les déclarations sont faciles à faire, dans un d'abord ou d'un autre. Chacun a ses préjugés, chacun croira à ce moment-là, en fonction de ses préjugés, ce que dira l'un ou l'autre. La seule façon d'en avoir le cœur net, c'est de se confronter aux expertises. Dans le même temps, quand ce sont des proches du président Kagame qui parlent... Excusez-moi, mais le fait qu'il soit proche de tel ou tel, ou qu'ils aient été proches du président Kagame, ne leur donne pas une valeur supplémentaire. Ils peuvent avoir des griefs, ils peuvent être en opposition, ils peuvent s'être retournés contre le président Kagame. Et même si le président Kagame dit « je suis innocent », il suffit pas d'être président pour qu'on croie que quelqu'un est innocent. Il faut se confronter aux éléments techniques matériels. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai eu connaissance de ce dossier, j'ai été stupéfait que le juge d'instruction, M. Bruguière, ne se déplace pas sur place. J'ai été stupéfait que les parties civiles, que les avocats des parties civiles n'exigent pas une expertise. Et c'est mon confrère Minga et moi-même qui avons été amenés à solliciter des magistrats instructeurs qu'une expertise sur place ait lieu. Expertise sur place avec des experts indépendants, avec un procureur de Paris, et que des observations objectives puissent être faites. Le résultat a été d'exclure totalement les personnes mises en cause de cet attentat. Et ce qui paraît important, excusez-moi, parce que c'est aussi important pour la connaissance de vos auditeurs, c'est que mes confrères de la partie civile ont à ce moment-là demandé un complément d'expertise, et ce complément d'expertise n'a fait que confirmer les indications de la première expertise. Alors maintenant, tout ce qui peut être dit d'un côté ou d'un autre, qu'on dise « je suis innocent » ou qu'on dise « il est coupable », se confrontera nécessairement aux expertises objectives. Comment expliquer qu'après cette terrible tragédie, plus de 20 ans après, l'on continue de se diviser sur cette question? Comment expliquer que des personnes autrefois amies de son régime se mettent aujourd'hui à table? Au-delà de la question de l'auteur ou du commanditaire même de cet attentat, un autre aspect dans l'histoire du président Juvénal Habyarimana continue de diviser. A-t-il, oui ou non, programmer ce génocide? Est-il le principal responsable de cette barbarie? On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Depuis 86-87, j'ai rencontré toutes les forces vives du pays, j'ai rencontré les agents de l'État de toutes les catégories, j'ai rencontré les opérateurs économiques, j'ai rencontré les banquiers, j'ai rencontré les administratifs, les bourgmestres. J'ai essayé de rencontrer tout le monde. Comment expliquer que sa mort ait déchaîné une telle violence, un tel massacre? Certainement l'un des plus importants génocides du XXe siècle, alors qu'il n'était pas forcément très populaire, pas très adulé de son peuple. Quel est son rôle, sa part de responsabilité dans cet immense crime qui a marqué pour longtemps l'histoire du Rwanda en particulier et du monde moderne en général? L'a-t-il préparé, comme on l'a dit? Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Juvénal Habyarimana. Plusieurs centaines de milliers de personnes, majoritairement des Tutsis, massacrées à l'arme blanche pendant plus de 3 mois. Tuerie qui démarre juste après la chute de l'avion qui transportait le président Juvénal Habyarimana, son homologue Cyprien Taryamira et des collaborateurs. Devant une communauté internationale totalement dépassée. Colonel Luc Marshall, commandant du secteur Kigali de la Minuar. C'est une évidence que la communauté internationale a échoué, mais ça ne veut rien dire, la communauté internationale. C'est neutre, c'est un gros ventre mou. Qui est responsable là-dedans? Personne. Moi, je constate Kofi Annan, qui était responsable des opérations de maintien de la paix, il a échoué dans son commandement. Il a été nommé secrétaire général de l'ONU après. Boutros Ghali, qui lui a immédiatement recommandé le renforcement de la Minuar 1, il a été limogé. Et il y a quand même quelque chose de bizarre. Alors, à quoi a-t-on assisté? C'est que dans les 2-3 jours qui ont suivi l'attentat, les Français ont quand même amené un contingent d'environ 600 parachutistes. Le régime rwandais va également mettre en accusation la France. Paul Kagame. C'est toujours le problème quand il y a intervention étrangère dans les affaires intérieures d'un pays. Parfois, cela apporte une aide véritable, en partie. Cela crée aussi quelquefois des interférences, des engagements partisans. Dans notre cas particulier, la France est responsable d'avoir trop soutenu le gouvernement que nous combattons et qui a créé les problèmes auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Après les premiers moments d'émotion, logique pour ce drame à grande échelle, alors que le tribunal pénal international pour le Rwanda traque, arrête et juge les auteurs de ce génocide, avec le temps, certains acteurs sur le terrain et quelques anciens collaborateurs du président Kagame vont sortir de leur mutisme pour donner corps à la version selon laquelle l'attentat a été perpétré par le chef de l'État actuel. Une accusation qui, évidemment, suscite de vives réactions à Kigali. Colonel Luc Marshall, commandant du secteur Kigali de la Minuar, la mission d'assistance des Nations Unies pour le Rwanda. La certitude, on ne l'aura que si on la démontre avec des faits suffisamment objectifs, crédibles, pour que le doute n'existe plus. Ça, on ne l'a pas encore. Moi, de mon expérience personnelle, avec le recul des années, je dis, c'est le FPR qui est responsable de cet attentat. Pour quelle raison? Parce qu'au moment où l'avion a été abattu, le FPR a entamé une offensive militaire majeure à partir du nord. Or, sur le plan technique, militaire, vous ne pouvez pas profiter d'une opportunité comme la disparition du président Habyarimana, du chef de l'armée, pour subitement, au claquement de doigts, mettre en œuvre des milliers d'hommes, de nombreuses unités aux missions différentes. Non, pour pouvoir déclencher une offensive de cette nature-là, il faut avoir un plan, diffuser les ordres jusqu'aux plus petits échelons et mettre dans les positions de départ des milliers d'hommes prêts à réagir à l'ordre d'exécution. Donc tout ça était prévu avant le 6 avril. D'ailleurs, j'en ai eu confirmation par le général Nsabimana, que j'avais rencontré le 30 mars, donc fin mars, 7 jours avant l'attentat,
Et à l'occasion de cette rencontre, il m'avait dit « Je suis convaincu que le FPR va reprendre la guerre dans les prochains jours. » Et justement, la raison pour laquelle il me disait ça, c'est parce que le service de renseignement de l'armée rwandaise avait localisé tous les dépôts de matériel qui avaient été constitués en Ouganda, le long de la frontière. Maître Léon Lefforster, avocat des Rwandais accusé par le juge Bruguière d'avoir abattu l'avion du président Habyarimana. Mais attendez, qui nous explique comment des missiles peuvent être lancés de Kanoumbé par des gens du FPR? Qui l'explique? Monsieur Marshall a beaucoup de choses à se reprocher sur ses réactions lors du génocide. Donc qu'il ne fasse pas autre chose que ses compétences, c'est-à-dire d'être un militaire a ses compétences, qu'il ne fasse pas d'expertise judiciaire auquel il n'a pas accès, qu'il ne connaît pas. Si vous voulez, il y a quand même des choses brutales. On sait que les missiles sont partis entre 500 et 800 mètres à l'intérieur du camp de Kanoumbé, que c'est difficile d'accès pour des commandos ou pour n'importe quoi, que les accusations initiales et toutes les accusations qui se continuent, même aujourd'hui, parlent pas de Kanoumbé parce qu'ils sont gênés par Kanoumbé, mais parce qu'ils savent très bien que ça disculperait totalement les personnes accusées, mais parlent d'un autre endroit où il apparaît que les missiles ne sont pas partis. Donc quand vous avez pendant 15 ans des accusations visant un lieu, autant de témoignages qui disent « Ah mais nous sommes certains, nous y avons même été » et qui s'avèrent faux, je dirais, quelles conséquences en tirer? Jean-Marie Michombero, ancien cadre du FPR, le Front patriotique rwandais. Les deux acteurs directs, ils sont vivants. Ils sont vivants. L'un se trouve dans son unité. Il n'aurait pas raison de le tuer parce que c'est un des militaires qui le protège, qui est loyal à lui. Il ne peut être... Il s'agit de qui? Frank Nziza. Maintenant, il doit être lieutenant-colonel. Il est même de ma génération. Il était même mon voisin. Mais lui, il n'y a pas de danger parce que c'est pas quelqu'un qui, dans l'immédiat, peut être un danger dans ce processus. Eric, il était un peu dans les unités opérationnelles sur terrain. Quand j'étais secrétaire au ministère de la Défense, on m'a donné l'instruction de le faire venir et lui donner un poste au MENADEF, ministère de la Défense, pour qu'il puisse être surveillable. Plus tard, il a été affecté à une banque militaire. Maintenant, je ne sais pas où il est, mais il est toujours vivant. Il n'est pas sujet à être exécuté parce que jusqu'il n'y a pas de signe qu'il soit un danger pour lui. Mais toutes les fois qu'il y aura des signes qu'il soit danger, il va suivre ceux-là qui ont été exécutés, en l'occurrence ceux-là qui connaissent quelque chose, qui ont dit ou qui voulaient dire. Le cas de Ruzibiza qui a parlé de quelque chose, il a été exécuté sous un poison ou bien un assassinat dont les circonstances sont assez difficiles à connaître. Nous, on est convaincus qu'il a été empoisonné parce qu'il a révélé quelque chose. Il y a colonel Patrick Karegeya qui est en Afrique du Sud, qui était disposé à parler sur ce dossier. Il a été assassiné en Afrique du Sud. Il y a toute une série d'actes hostiles ou oppressifs contre les gens qui connaissent quelque chose. Bon, c'est vrai que dans ses discours, il prononce des mots qui font peur. En tant qu'être humain, je me dis que d'un moment à l'autre, il me pourchasse, il va me tuer. Mais je pense que, de principe, je suis d'abord sécurisé. Sécurisé comment? Je suis en Belgique, dans un pays qui a des institutions qui forment de sécurité. De principe, je me dis que ça va. L'arme des dictateurs, c'est la peur. J'ai pas peur. Maître Léon Lefforster, avocat des Rwandais accusé par le juge Bruguière d'avoir abattu l'avion du président Habyarimana. Mais attendez, c'est absolument pas sérieux. Que cette personne nous explique comment il se fait que le lendemain de l'attentat contre Habyarimana, comment il se fait qu'on ait tué, qu'on ait assassiné, que la garde présidentielle ait assassiné la première ministre. C'est un coup d'État, mais c'est une telle évidence. Jean-Marie Michombero, ancien du Front patriotique rwandais. La politique d'Indi Umunyarwanda, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette politique, c'est une politique là où les Hutus sont obligés de se mettre à genoux et ce qu'on faisait des actes commis par certains Hutus, des génocides, pas tous les Hutus. Ça, c'est une arme atomique qui, d'un moment à l'autre, va exploser. Et ça, c'est très dangereux. Les gens doivent travailler là-dessus pour essayer de faire comprendre aux gens d'une stratégie quelconque qu'il faut adopter. Un autre mot qui paraît très important, selon moi, c'est que cet outil que Kagame utilise dans ses actes criminels, tout comme le FPR qui l'utilise pendant que tout le FPR n'accepte pas cette politique, d'un moment à l'autre seront poussés à la légitime défense. De quelle façon? C'est question de temps.
de 20 ans après sa disparition, quel bilan dresser du passage de Juvénal Habyarimana à la tête de l'État rwandais? Que gardera-t-on de lui? Ladislas Ngendahimana, porte-parole du MINALOC, le ministère de l'administration locale du Rwanda. Je me résume comme ça. La commission d'enquête internationale sur les violations des droits de l'homme commises au Rwanda depuis le 1er octobre 1990, qui a transmis son rapport le 22 janvier 1993, a établi des actes de génocide perpétrés avec la participation d'agents de l'État et de militaires et des miliciens visant les Tutsis. Et c'était bien qualifié d'actes de génocide et de crimes de guerre. Alors, pour revenir à ta question, je ne dis pas que Habyarimana a été seulement acteur, mais il a été architecte direct du génocide contre le Tutsi, puisque c'est lui qui a qualifié les accords de paix d'Arusha comme les chiffons de papier. Ce sont les miliciens de son parti politique qui ont commis le génocide. C'était son parti qui mobilisait les gens, qui a distribué des armes pour les civils pour tuer des Tutsis. Et de son vivant, il n'a rien fait pour réprimer ça. Enoch Rouigira, ancien ministre à la présidence sous Juvénal Habyarimana. Quand il a pris le pouvoir, il n'y a pas eu, à partir de 1993, aucun réfugié, disons Tutsi par exemple, qui était le contraire avant lui. Donc il avait réussi à stabiliser le pays sur ce plan de sécuriser les Tutsis pour qu'ils se sentent aussi comme des Rwandais dans leur pays. Cette vision du pays, de léguer le pays un processus démocratique dans lequel la minorité Tutsi aura sa place. Et ça, sont des vies qui, malheureusement, n'a pas pu réussir, évidemment, avant que cette vision puisse être réalisée. Christophe Mfizi, doyen de la faculté de journalisme et de communication, ancien ambassadeur du Rwanda à Paris. On peut dire du président Habyarimana, comme personnalité, que c'était quelqu'un de très intelligent, de très travailleur, très actif, qui essayait d'être un chef d'État plus ou moins crédible aux yeux de la presse internationale et aux yeux de sa population. Capitaine Paul Baril, ancien gendarme, ancien patron du GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale et de la cellule antiterroriste. Il a essayé vraiment, en grande sincérité, que le pays ne s'embrase pas, de maintenir un équilibre. Il a joué vraiment les accords Arusha. J'ai des documents qui le prouvent à 200%. J'ai ses discours qui ont été faits à cette époque. Et si vous voulez, le Rwanda, on se demande pourquoi la guerre au Rwanda. Aujourd'hui, on le comprend. Ladislas Ngendahimana, porte-parole du MINALOC, le ministère de l'administration locale au Rwanda. Le président Habyarimana n'a pas été sincère en ce qui concerne les accords de paix d'Arusha. Le 12 octobre 1992, le gouvernement du Rwanda, qui était dirigé par le président Habyarimana, avec le Front patriotique rwandais, ils ont signé le premier volet de l'accord de paix d'Arusha sur le partage du pouvoir. Mais alors, un mois plus tard, c'est le président Habyarimana lui-même qui était dans le meeting populaire de son parti politique, le MRND à Ruhengeri. C'est lui qui a purement et simplement qualifié de l'accord sur le partage du pouvoir comme chiffon de papier. Il a dit ça publiquement dans un meeting de son parti politique. Ensuite, au cours du même meeting, il a dit que lui et ses miliciens Interahamwe étaient prêts à mettre des uniformes et descendre. Et la descente, on l'a vu, c'est le génocide contre le Tutsi qui a été consommé au Rwanda. Ce n'est pas tout. Mais il n'était plus là pour amener cette armée dans la rue. Mais il avait annoncé ça. Après que le 15 novembre 1992, le président Habyarimana ait dénoncé le protocole d'accord de partage sur le pouvoir, le partage du pouvoir. Combien de chiffons de papier? Le 19 et le 20 novembre dans la même année, des miliciens Interahamwe ont fait plusieurs dizaines de blessés parmi les manifestants de la population, de l'opposition, qui étaient descendus dans les rues pour soutenir les accords d'Arusha. Vous voyez, c'est au cours du mois de novembre 1992 que le vice-président du MRND, Léon Mugesera, a invité les compatriotes hutus extrémistes à donner la chasse aux opposants et à renvoyer les Tutsis à des patrouilles en les jetant dans les rivières. C'était le vice-président du MRND dans la préfecture natale du président Habyarimana. Tom Mugesera n'a pas été puni. Colonel Luc Marshall, commandant du secteur Kigali de la MINUAR, la mission d'assistance des Nations Unies au Rwanda. Le président Habyarimana
se sentait vraiment concerné par le bien-être de la population. Et il avait une perception très, très juste. Il savait que le pays se trouvait sur le fil de l'épée et que si ça partait du côté du chaos, eh bien c'était la guerre, c'était le drame pour tout le monde et tout le monde allait en payer les conséquences. Et donc, c'est vrai qu'il a une attitude pour prôner la conciliation. Bon, je vous ai parlé que pendant les 2 premiers mois, on avait eu des situations difficiles, mais au mois de mars, bon, l'ensemble de la partie gouvernementale a appuyé la Minuar d'une façon tout à fait évidente, mais dans le bon sens, pour permettre à la Minuar de bien remplir sa mission et d'atteindre son objectif. Donc là, je suis formel. Certainement oui, et je n'ai aucune hésitation en la matière. Maître Léon Lev Forster, avocat des Rwandais accusé par le juge Bruguière d'avoir abattu l'avion du président Habyarimana. Et Habyarimana a eu le tort, mais c'est à son honneur, d'avoir été favorable aux accords d'Arusha. Parce que qui l'emporte là? S'il y avait eu les accords d'Arusha, c'était pas du tout gênant pour le FPR. Ce qui était particulièrement gênant, c'était pour les Hutus extrémistes qui ne voulaient pas des accords d'Arusha. Mais c'était favorable pour Habyarimana qui, de fait, avait la majorité par la suite. Oui, tout à fait. Mais Habyarimana, en signant les accords d'Arusha, étant favorable aux accords d'Arusha, établissait une situation de paix. Je dirais que c'était, malgré toutes les nuances qu'on pouvait avoir auparavant à son égard, sur le régime qu'il avait développé, mais il n'en reste pas moins que c'était un homme qui arrivait, je dirais, à une situation où sa préoccupation, c'était la paix, fait de signer les accords d'Arusha. C'est sur toutes ces réflexions contradictoires, ces bilans contrastés, que se termine notre série d'archives d'Afrique consacrée au président Juvenal Habyarimana, qui a dirigé le Rwanda pendant 21 ans. Et dont la mort a sonné le début du génocide dans son pays. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Mais tout de suite... Archives d'Afrique. Le jeu. Voici venu le moment que vous attendez tous, celui du jeu Archives d'Afrique qui vous permet de gagner chaque semaine les coffrets Les leaders africains du XXe siècle. Il suffisait la semaine dernière de répondre à la question suivante. Quand a été créé le tribunal pénal international sur le Rwanda, le TPIR? Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook et sur notre répondeur téléphonique sont Valentin Nubisige de Yaoundé au Cameroun, Vénuste Eshimimana de Londres en Angleterre, Duclin Dukaga et Armand Camille Okoko de Brazzaville en République du Congo, Jean-Marc Water aux États-Unis d'Amérique, Ayedemi Nafiou d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Yaovi Ketika de Lomé au Togo, Joseph Malongwe de Brno en République tchèque, Anselme Rugundu de Ouagadougou au Burkina Faso et Elvis Njike de Toronto au Canada. Voilà pour les gagnants de la semaine qui recevront à leur adresse postale le coffret Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle. C'est peut-être à votre tour de gagner ce coffret en répondant à la question suivante. Où a été inhumée la dépouille du président Juvenal Habyarimana? À vos ordinateurs et à vos téléphones. Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook et les 5 premières bonnes réponses sur notre répondeur téléphonique au 00 33 1 84 22 93 32 recevront à leur adresse postale le coffret Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle. À vos téléphones donc et à vos ordinateurs. Mais en attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de RFI et continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous d'abord demain pour le débat africain, puis la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. À très vite. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NSIA Assurance et Banque, présent dans 12 pays d'Afrique subsaharienne.